Il est 9h10, l'heure du débat du jour, Louis Dauphren. Oui, bah écoutez, on me dit que c'est à moi, alors j'y vais. Bah oui, on vous demande de mettre votre casque sur les oreilles. Bah oui, quand faut bosser, faut y aller. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio bien. Notre-Dame. Comme ça, vous pouviez constater que Louis n'avait pas de casque il y a encore 5 secondes, mais que maintenant vous êtes prêt, Louis. Vous savez, moi j'ai tendance à dire, on est au bistrot avec nos amis là, qui vont commenter l'actualité. On s'amuse, parce que la radio, c'est déjà un média où on s'amuse tous les matins. Avec vous, en particulier 6h30, donc Pierre-Hugues Dubois, et puis 9h-10h, le débat auquel vous allez participer si vous avez toujours les adresses mail sous la main, direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Allez, c'est parti, on y va. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On va parler de Donald Trump. C'est vrai que ça chahute du côté des marchés boursiers, ça baisse un petit peu partout à cause de la politique de droits de douane menée par le président américain. Mais on va essayer de regarder un petit peu en écho aux manifestations qui se sont déroulées aux États-Unis, s'il y a une opposition qui se structure face à Donald Trump et si les églises y prennent leur part. L'avenir de l'état de droit, c'est un sujet philosophique un petit peu long peut-être à traiter, mais on va voir ce que nos débatteurs ont à en dire. Il y a plusieurs choses à exprimer sur le sujet en écho à l'actualité de ce week-end à la suite de la condamnation de Marine Le Pen. Qu'en est-il de cet état de droit? De quoi parle-t-on? Et puis on peut s'en prévaloir que l'on condamne ou que l'on approuve la décision qui a été rendue contre le chef de file du RN. Donc la chose est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Puis on parlera de l'Algérie, avec une nouvelle phase de nos relations avec l'Algérie. Est-ce qu'il y a une normalisation en vue avec ce pays qui nous est si cher, mais avec lequel on entretient là aussi des relations un petit peu conflictuelles. Paul Picaretta et Jean de Saint-Chéron participent à ce débat. Paul Picaretta, journaliste éditeur. Bonjour Paul. Bonjour Louis. Et Jean de Saint-Chéron, écrivain, chroniqueur à la Croix qui travaille à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Bon, toujours motivé pour commenter l'actu, c'est bon. Allez au top. Allez au top, on y va. C'est parti. Alors on se dit, c'est vrai que ça bouge un petit peu en ce moment avec les marchés boursiers, on le disait à l'instant, les pourcentages sont négatifs un peu partout, mais on va pas tellement se focaliser là-dessus. On va voir plutôt ce que la politique de Donald Trump suppose comme remise en cause du côté à la fois aux États-Unis puis chez nous. Qu'est-ce que ça appelle comme prise de conscience éventuellement? Alors prise de conscience économique certes, mais aussi prise de conscience par rapport à des décisions qui peuvent se révéler brutales. On a vu qu'aux États-Unis, il y avait des milliers d'Américains qui avaient manifesté au nom de bas les pattes, avec ce slogan que vous avez vu, c'était samedi, y compris à Washington, pour la première mobilisation d'ampleur depuis le retour au pouvoir du milliardaire fin janvier. Est-ce que c'est un frémissement? Est-ce que c'est conjoncturel? Paul Picaretta, Jean de Saint-Chéron. Paul. Est-ce que c'est conjoncturel? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'installe aux États-Unis durablement. Le Trumpisme est une forme de politique dont on a vu les soubresauts il y a déjà 10 ans. Et donc ça s'installe. Il me semble que en face, il y a une prise de conscience d'un christianisme, la nécessité d'une prise de conscience d'un nouveau christianisme social. Et on est peut-être au début d'un nouveau mouvement chrétien aux États-Unis. Et d'ailleurs, également en Europe, mais c'est pas le sujet. Et ça, vous le percevez à travers quelle manifestation? Alors, il y a de fait des églises qui s'organisent, des églises catholiques, protestantes, dans toute leur diversité. Ce qui a fait réagir quand même les chrétiens depuis janvier, je prends un petit détail, mais le gouvernement américain a changé la façon de procéder sur ce qu'on appelle aux États-Unis les lieux refuges, je dis en français, que sont les églises et les écoles. C'est-à-dire que quand vous êtes poursuivi par la police, si vous êtes un sans-papier, si vous êtes un migrant, etc., vous pouvez aller dans une école ou dans une église et les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'intervenir. Bon, là, la législation a changé, ce qui fait qu'il y a eu quelques perquisitions dans des églises pour aller dégager des migrants. Et forcément, la réaction de ces catholiques et de ces protestants qui accueillent des réfugiés, c'était de se dire, là, c'est notre foi qui est attaquée dans son cœur. C'est-à-dire que quand vous êtes un pasteur qui décide d'accueillir des sans-papiers, ça fait un peu partie du cœur de votre foi. Et quand c'est le cœur de votre foi qui est attaqué, l'effet immédiat, c'est de la renforcer, quoi. Voilà. Et donc, on voit des petites choses comme ça qui se mettent en place entre protestants et catholiques. Et voilà.
Et ça, c'est plutôt un signe. C'est plutôt un signe, c'est un peu sur même, la question migratoire. Je dirais des signaux faibles. Alors sur la question migratoire essentiellement, hein, mais vous avez des enfants qui sont tirés des églises et renvoyés chez eux. Donc ça crée du traumatisme et donc hélas. En fait, de ce traumatisme, mener une prise de conscience qui va approfondir le cœur de la foi de ces personnes qui décident d'accueillir des personnes recherchées. Jean de Saint-Chéron. Oui, moi j'avais le même exemple que Paul qui m'a marqué aussi ces derniers temps, c'est cette espèce de revirement juridique de l'administration Trump sur ces fameux lieux refuges, écoles, églises, hôpitaux, dans lesquels les gens pouvaient trouver asile en étant à peu près sûr de ne pas y être délogé par les forces de l'ordre. Donc ça évidemment, ça a été marquant, en particulier dans les églises de protestantes, des diverses, j'allais dire le mot secte, mais on le comprend mal en France en général, mais c'est comme ça que ça s'appelle quand même aux États-Unis. C'est que les diverses sensibilités religieuses du protestantisme tel qu'il existe aux États-Unis, et puis les catholiques également. Et je crois que ce qui quand même fait réagir, mais après je pense qu'il faudra quand même qu'on dise un petit mot du positionnement des chrétiens, catholiques ou non, vis-à-vis de Donald Trump ces dernières années. Hein. C'est quand même intéressant. On ne va pas faire croire que les chrétiens américains sont les têtes de pont de l'opposition au Trumpisme. Parce que non, c'est 84% voilà. Ont voté pour Trump. Hein, donc absolument, absolument. Mais il y a, je pense quand même aussi, et c'est ce qu'on pressent, mais Paul parlait de signaux faibles, c'est à peu près ça. Mais ce qui est vrai, c'est que, y compris pour certains électeurs, peut-être chrétiens, qui seraient favorables, par exemple, à davantage de régulation de l'immigration, parce qu'il peut y en avoir, je crois que la méthode trumpiste, qui est une méthode de gros bras, heurte. Et en particulier, il y a eu des vidéos postées sur les comptes des réseaux sociaux par la Maison-Blanche elle-même, sur le compte Twitter de White House, enfin de X, montrant des migrants sous le cagnard, avec des chaînes aux pieds sur le tarmac d'un aéroport, montés dans un charter, escortés par des policiers armés. Donc cette vidéo, je n'invente rien, a été postée, si vous voulez, sur les réseaux sociaux par la Maison-Blanche il y a 1 mois et demi. On croit rêver, on a l'impression d'être dans une fiction ou alors dans un documentaire sur un pays totalitaire. Mais en fait, c'est les États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Donc, évidemment, certains qui ont beau être, par exemple, pour une régulation de l'immigration, sont extraordinairement heurtés, ne serait-ce que par la méthode qui déshumanise une partie de l'humanité. Et ça, quand on est chrétien, on a beau avoir voté pour Donald Trump, il y a un moment où on est obligé de trancher, parce que la contradiction est tellement énorme qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il y a une incarnation à cette opposition au Trumpisme. On a du mal à la situer, à avoir des figures émergentes. Je voudrais ajouter un peut-être complément. d'ailleurs. Ce qui est dit, c'est que souvent les églises sont vues un peu comme des lieux où on accueille toute la misère du monde. C'est vrai en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis. Et les témoignages qui remontent, là je m'appuie sur un article qui est sorti dans La Vie, c'est que certains pasteurs disent qu'il y a une baisse de fréquentation d'une certaine population, et notamment la population fraîchement immigrée. Et du coup, on peut se dire que littéralement, Trump a vidé les églises. Voilà. Parce que c'est une expression qui est souvent utilisée pour dénoncer un certain christianisme. Mais là, on voit que littéralement, la baisse de fréquentation des églises à cause de ce changement de loi conduit vraiment à changer la morphologie et la fréquentation de certaines églises. Jean de Saint-Chéron, pourquoi ça baisse ? Pourquoi ? On peut se poser la question quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a, d'une certaine manière, extraordinairement rapidement redéfini le positionnement politique des chrétiens américains, qui, comme Paul le disait, sont désormais à 84% favorables au président républicain. En tout cas, c'était le cas le jour où ils sont allés aux urnes. Alors peut-être que ça commence à s'effriter. Mais Donald Trump a été très fin stratège, je crois, sur ce terrain-là. Beaucoup plus que Kamala Harris, par exemple, qui avait été incapable de parler aux chrétiens, en particulier aux catholiques. Pourquoi ? Parce qu'il a joué une carte qui est peut-être pas très noble, mais qui est efficace, qui est celle de l'identitarisme. Et à fond, il s'est mis en scène
dans des liturgies, disant des prières, entouré d'hommes de foi. Et donc, il est apparu quasiment comme l'homme providentiel qui, en plus, allait dans le sens de l'Amérique de toujours, qui a été fondée par des pionniers qui étaient très chrétiens, qui avaient la Bible sous un bras et puis la Winchester dans la main droite. Et ça touche l'imaginaire collectif américain. Si vous voulez, on pourrait établir un parallèle avec une certaine tentation identitaire et des jeux sur certains codes très forts qui ont été ou qui sont employés en Europe. Et puis, il y a une deuxième chose aussi où il a effectivement joué une carte qui a jusqu'ici a l'air d'avoir marché à fond, c'est J.D. Vance, qui lui se déclare en tout cas comme catholique, non seulement pratiquant, mais convaincu, avec le Christ au centre de sa vie. Et J.D. Vance était le parfait balancier face à un Elon Musk, qui évidemment, là, pour le coup, a plus de difficultés à se faire passer pour le catholique idéal. Et donc, finalement, l'administration Trump et l'entourage de Donald Trump, c'est une espèce de monstre hybride. Parce qu'on pourrait dire, mais en fait, si J.D. Vance est effectivement le catholique, disons, conservateur qu'il prétend être, comment est-ce qu'il peut se retrouver dans le bureau ovale tous les matins à prendre son café avec Elon Musk transhumaniste, espèce d'antéchrist, je dirais, pardonnez-moi le gros mot, qui balance des fusées et qui veut effectivement nous faire vivre 120 ans avec des diodes dans le cerveau. Et ben, Donald Trump a quand même réussi ce coup de force de faire passer la pilule. Après, je sais pas combien de temps ça durera. Mais en tout cas, J.D. Vance, c'est un moyen d'amarrer, de séduire et peut-être de conserver dans son propre camp cet électorat catholique et évangélique qui a voté pour lui. Oui, en fait, l'élection de Trump a été vue, analysée par certains protestants évangéliques comme, certains observateurs, certains sociologues, comme le retour du protestantisme aux États-Unis. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean, le storytelling américain, c'est des colons blancs protestants qui arrivent aux États-Unis. Et certains disaient qu'avec Biden, qui était le premier président catholique depuis Kennedy, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une absence de catholicisme de catholiques aux États-Unis pendant très longtemps, c'était le retour du protestantisme, c'était le retour des grandes valeurs protestantes des pères fondateurs, et donc il y avait un peu ça aussi dans la mise en scène de Trump. Et effectivement, ce qui reste très mystérieux, c'est de savoir comment un quelqu'un comme J.D. Vance, qui est un catholique assez traditionnel avec des atavismes catholiques, a pu embarquer avec lui tout un électorat. Donc en fait, là, le gouvernement, il est composé finalement il y a plusieurs cordes à son arc, quoi. Et c'est peut-être le prochain président américain, J.D. Vance. Peut-être. C'est pas impossible que ce sera pas dans le. Oui, il fera pas. C'est tôt pour le dire, mais c'est possible. Comment avez-vous apprécié ce discours de Munich? Alors là, pour le coup, on s'adresse aux Européens. Il arrive à la conférence de Munich, on s'attend à ce qu'il parle sécurité extérieure, et il parle d'une certaine façon menace intérieure pour l'Europe, bien sûr. Vous faites une transition extraordinaire avec le sujet suivant qui a trait à l'état de droit. Oui, justement. Mais... c'est brillant. Parce que, effectivement, l'un des traits qui a fait bondir ou applaudir, selon le cas, dans le discours de Munich de J.D. Vance, c'est qu'il a débarqué en nous faisant la morale. Alors, ça a plu à beaucoup de ceux qui pensent que l'Europe a sombré dans la décadence et a besoin d'être réveillée par des hommes forts qui lui rappellent qui elle est. Mais ça peut aussi faire sourire, quand même, à double titre. Parce que J.D. Vance nous a fait la morale sur 2 points que sont la démocratie et la liberté d'expression. Quand on voit la manière dont Donald Trump envisage la chose démocratique, bon, ça peut faire sourire. On va pas faire un grand débat depuis la montée au Capitole il y a 4 ans et tant d'autres choses, son rapport à la liberté de la presse, son rapport à la circulation de l'information vérifiée, etc. Et puis, s'agissant de la structure de la colonne vertébrale de cette droite conservatrice américaine, ça fait sourire également parce qu'on se demande si c'est pas juste un gros effet d'aubaine
sur lequel se jette J.D. Vance en appelant à davantage de respect de la liberté d'expression et de la démocratie, parce qu'il se situe dans un moment de l'histoire où le rejet du wokisme a été tel qu'en fait, une forte proportion du peuple va dans son sens. Et donc, évidemment, à ce moment-là, les tenants d'un certain populisme sont absolument ravis de voir ce vent de fronde contre une pensée dominante qui serait dictée par les élites, déconnectée de la réalité du peuple. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que si le peuple se met à penser différemment de Donald Trump et J.D. Vance, on nous fera toujours de grandes leçons de morale sur la démocratie et la liberté d'expression? Je n'en suis pas sûr. Et puis, dernier élément, c'est que sur la liberté d'expression, il y est vraiment allé avec ses gros sabots. C'est que c'est la liberté d'expression sans nuance. Ça veut dire on a le droit de tout dire quand on veut, où on veut. Ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, juridiquement, la liberté d'expression a toujours été bornée parce que la liberté d'expression a pour limite le trouble qu'elle peut porter à l'ordre public. Paul Picaretta. Oui, puis alors sur la liberté d'expression, quand elle est véhiculée par le plus fort, c'est surtout la liberté d'expression du plus fort. C'est la liberté d'expression de celui qui a les chaînes de télé, les chaînes de radio. C'est la liberté des milliardaires. C'est la liberté du renard dans le poulailler. En fait, c'est ça la liberté d'expression. Les réseaux sociaux, ça vous laisse quand même la possibilité de parler. Alors que... quand vous possédez les algorithmes, disons que c'est ce qu'on a constaté ces 5 dernières années. C'est-à-dire que quand l'algo change, parce que le plus fort a décidé de changer les règles du jeu, c'est ça en réalité. En fait, on joue une partie de Monopoly, et puis quelqu'un dit finalement. Tout ça m'appartient parce que j'ai décidé que ça m'appartenait, et parce que je suis plus fort, parce que j'ai plus d'argent que vous. Quand vous changez les règles du jeu, en fait, les dés sont pipés. C'est ce qu'on peut appeler d'une certaine forme de triche. Donc, ce que permet la démocratie libérale, c'est ça aussi qui est intéressant dans le débat qu'on a. La démocratie libérale, qui permet la liberté des opprimés, permet aussi la liberté sans limite des plus forts. Voilà. Et donc là, on arrive à un moment donné de notre histoire où il y a un conflit. Ensuite, sur les Américains qui viennent nous donner la leçon, c'est vrai que, et réciproquement, on fait beaucoup la leçon aux Américains. On se caricature mutuellement. Quand on parle des États-Unis, on va très facilement dans la caricature du beauf moyen avec son barbecue et son 4x4. Et réciproquement, quand les Américains viennent chez nous en Europe, comme si... la France n'existait pas, l'Angleterre n'existait pas, l'Italie n'existait pas. Ils viennent en Europe, ils mettent tout ça dans le même panier, ils disent tout ça, ce sont des Européens, ils sont tous pareils et ils sont tous arriérés. Il faut leur apporter la civilisation. Donc pour moi, le vrai choc des cultures, il est plutôt là, quoi. Il y a un énorme écart de compréhension de notre histoire, de notre culture, de notre manière de penser. Et donc oui, le choc des cultures est là. L'Europe est tellement complexe à comprendre pour les Américains, c'est fascinant. Vous savez, vous avez reçu Rod Dreher il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je connais un petit peu parce que je l'avais rencontré il y a quelques années à plusieurs reprises. Dreher avait précisément cette posture de « je viens en France, en Europe, vous faire un petit peu la leçon ». Exactement. Et voilà. Bon. Allez, Paul Picaretta, Jean de Saint-Chéron, on va reprendre notre discussion juste après les infos de 9h30. Tiens, au fait, je t'ai pas dit. Pour ma santé, je viens de souscrire auprès de la mutuelle Saint-Christophe. Ah bon? Mais pourquoi? Déjà, un assureur fraternel. Ça m'inspire confiance. Et pour un meilleur tarif, j'ai rien perdu en garantie. Ah oui, intéressant. Et comme ils ont un projet solidaire, une partie de leurs bénéfices est consacrée aux œuvres d'église ou de charité. Elle s'appelle comment déjà ta mutuelle? Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie. Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison. Vous avez envie de changer de vie? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie. La pause s'est faite en une journée. Hyper pro. La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
Radio Notre-Dame, restez avec nous. – 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Deuxième jour de visite d'Emmanuel Macron en Égypte. Dans un communiqué commun après leur sommet tripartite, les dirigeants français, égyptiens et jordaniens appellent à un retour immédiat au cessez-le-feu et rejettent tout rôle futur du Hamas dans le territoire palestinien. Les présidents français et égyptiens appellent à une reprise de l'aide humanitaire pour les 2,4 millions de Gazaouis, dont la quasi-totalité ont été déplacés au moins une fois par les combats dans le territoire assiégé. En parallèle, Benyamin Netanyahou était accueilli à la Maison-Blanche hier. Le Premier ministre israélien est reparti sans les concessions commerciales qu'il espérait obtenir. Donald Trump a créé la surprise en annonçant que Washington menait des discussions directes avec l'Iran sur son programme nucléaire. Il s'agit autant d'une opportunité que d'un test. La balle est dans le camp des Américains, a fait savoir le ministre iranien des Affaires étrangères. En France, le débat sur la fin de vie revient à l'Assemblée nationale. Les députés examineront 2 textes en commission des affaires sociales, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Les discussions reprendront là où elles se sont arrêtées avant la dissolution cet été. Le Parlement devrait adopter définitivement par un ultime vote à l'Assemblée un texte pour durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Déjà adopté au Sénat jeudi, il devrait passer sans difficulté son dernier obstacle à la Chambre basse. Dans l'archipel, plusieurs syndicats appellent à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, y entame une visite de 2 jours, 4 mois après le passage du cyclone Chido. Et enfin, un vaisseau Soyouz vient de décoller avec à son bord 2 Russes et un Américain. Direction la Station spatiale internationale. Les 3 astronautes doivent profiter de leur séjour dans l'ISS pour mener une 50aine d'expériences scientifiques avant un retour prévu en décembre. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Avec Paul Picaretta et Jean de Saint-Chéron, on a commencé à parler de Donald Trump et puis de sa politique qui, depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, commence à susciter quelques oppositions aux États-Unis, même si celle-ci n'est pas forcément très structurée et manque de figure de proue. Donald Trump invoque la légitimité populaire pour justifier son interventionnisme tous azimuts, on l'a dit tout à l'heure sur la question migratoire, au nom d'une conception maximaliste des prérogatives de l'exécutif. Et puis, Jill Evans a fait la leçon à l'Europe à la conférence de Munich le 14 février dernier. Cela appelle aussi de notre part quelques remises en cause. Vous étiez parti, Paul Picaretta, je vous ai interrompu tout à l'heure sur Rod Dreher. Qu'est-ce qu'il a à nous dire justement, Rod Dreher, par rapport à tout ça ? Non, mais justement, il y avait cette posture de Dreher qui m'a fait faire le parallèle avec Jill Evans, puisqu'ils de fait ils se connaissent. Cette idée, selon Dreher, que la France, telle qu'il a observé, avait renié ses racines, se perdait dans l'intellectualisme, etc. Mais bon, enfin, l'intellectualisme chez nous, ça fait vraiment partie de notre culture, ce que lui appelle l'intellectualisme, et ça fait partie inhérente du catholicisme. Donc voilà, le parallèle me semblait assez fort. Et puis de toute façon, je me suis dit juste après, mais effectivement, Dreher et Vance sont très proches. Donc voilà, c'est même lui qui a contribué à le faire connaître. Et il nous dit en fait, avec Vance, et Jean de Saint-Chéron peut réagir à cette question, il dit qu'en fait la menace, elle est intérieure, elle est dans les sociétés européennes. Elle n'est pas à l'extérieur des sociétés européennes. C'est ça quand même ce qu'a dit J.D. Vance à Munich. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est un discours quand même qui évidemment est du Trumpisme qui avance à peine masqué. C'est que J.D. Vance fait mine de venir nous parler en grand ami et même presque en grand frère, on pourrait dire, ce qui est un peu paradoxal parce que bon, c'est plutôt la vieille Europe qui est le grand frère des États-Unis, si on prend l'histoire dans le bon sens. Mais néanmoins, en grand frère qui vient faire la leçon à son ado de petit frère qui est parti dans des idées déraisonnables. Mais tout ça participe, en réalité, on a le droit de critiquer l'Europe, hein, on a le droit de penser que l'Europe, comme toute, et que, comme disait Paul, chacun des pays européens individuellement, parce que l'Europe n'est pas une entité absolue qui raisonnerait comme un seul homme, ou comme une seule nation. On a le droit d'émettre des critiques, mais on voit bien que la manière dont J.D. Vance
et puis les lieutenants du Trumpisme de manière générale le font vis-à-vis de nous, s'inscrit dans le retour du populisme qui n'est pas uniquement américain, mais concerne également certains dirigeants dont les pays sont situés à l'est de l'Europe. Et finalement, en disant mais la menace n'est pas extérieure, mes amis, elle vient de l'intérieur, elle vient de la manière dont vous vous êtes mis à penser depuis quelques décennies. Moi, je suis navré de considérer que J.D. Vance, ce faisant, continue d'inoculer une espèce de poison qui excite la défiance d'un peuple qui en a marre de l'inflation, qui en a marre du ralentissement très fort de la croissance depuis plusieurs années, qui en a marre en gros de moins bien vivre et qui a besoin de désigner des coupables. Ça excite la défiance du peuple vis-à-vis des institutions démocratiques, vis-à-vis de l'état de droit. C'est-à-dire, mais ces institutions démocratiques dont on vous vante la perfection pour que vous soyez heureux, vous a mené dans une situation où en réalité vous vivez moins bien qu'il y a quelques décennies. Oui, mais Jean, ce que dit J.D. Vance, et c'est ce que dit un peu Régis qui nous écrit, il nous dit, quand on parle du manque de liberté d'expression, J.D. Vance vise peut-être au moins pour la France les médias publics où règne une pensée unique, c'est-à-dire qu'il désigne en fait une absence de liberté d'expression dans ces institutions prétendument démocratiques. C'est ça qu'il les médias publics en France. Que pèsent les médias publics en France? Que l'audiovisuel français, j'en ai plus dans les années 90, c'est terminé. Ça fait 30 ans que tout ça c'est fini. L'audiovisuel public, le média public en France, c'est 15%, 20% du marché. Et eux-mêmes sont réformés de l'intérieur. Dans la direction des médias publics, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont absolument pas du tout la fibre service public. Voilà, c'est comme ça que ça a été réformé. Donc, à la limite, s'il y a 30 ans, quelqu'un était venu en nous disant « Ouh là là, vous avez quand même beaucoup de services publics, il faudrait peut-être rééquilibrer », j'aurais dit « Pourquoi pas ?» Mais là, c'est terminé tout ça. La parenthèse sociale, en fait, a été refermée il y a déjà bien longtemps. Ouais, après, on a le droit de penser, effectivement, que France Inter a une ligne qui n'est pas tout à fait neutre politiquement. Ça me semble pas absurde de le dire et de le reconnaître. Et France Inter a un impact assez fort sur une bonne partie de France. C'est la radio, ça demeure la radio la plus écoutée de France, etc. Bon, oui, je pense que c'est ça que vous pointiez. Que Régis pointait. Voilà. C'est vrai qu'on cite souvent France Inter, mais il n'y a que France Inter où on a quelques chroniqueurs, effectivement. Chroniqueurs, en plus. Je ne parle même pas de la ligne éditoriale générale de France Inter. Mais quelques chroniqueurs de gauche, ça c'est clair, ils sont identifiés. Bon, certains ont été virés. Mais globalement, quand j'ouvre la matinale de France Inter, j'entends plutôt l'éditorial économique d'un chroniqueur des Échos, qui est quand même pas classé à gauche. Donc bon, tout ça a quand même bien changé. Pour moi, il n'y a plus vraiment de débat sur le service public français, qui s'est largement réformé. Et globalement, on a une avalanche de médias conservateurs et libéraux aux mains de quelques milliardaires et millionnaires, et c'est essentiellement ça l'état du pays sur les médias. Je crois que ce à quoi aussi Paul faisait référence tout à l'heure, c'est très vrai, c'est que si on raisonne un petit peu dans un espèce de schéma de diffusion de l'information à la papa, télévision, radio, on passe à côté du canal principal que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. L'écrasante majorité... Pour les jeunes en tout cas, pour les moins jeunes peut-être moins. Mais l'écrasante majorité des moins de 30 ans aujourd'hui trouvent leur source d'information sur Twitter, Instagram ou TikTok. Et en réalité, comme Paul faisait référence tout à l'heure aux algorithmes déterminés par les milliardaires qui possèdent les 10 réseaux, c'est sûr que quand Donald Trump dit que lui, sa principale source d'information, c'est Truth Social Media et X, ça jette également, enfin, ça participe de cette dynamique dont je parlais tout à l'heure, qui est de jeter le crédit sur tout ce qui est officiel, tout ce qui est institutionnel. Il y a une espèce de grand monstre froid qu'on pourrait, qui prétend être l'état de droit et qui en réalité ne vise qu'à vous laver le cerveau. Venez vous renseigner à la vraie source. Alors le monstre, c'est surtout en France. J'entends du point de vue technocratique. Oui. Peut-être qu'il vise moins d'autres pays où la structure publique est plus allégée. C'est vrai que la France est en première ligne pour le coup là sur ce terrain-là. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, pour ce qui a trait à la liberté d'expression, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de non seulement contestable, mais un peu empoisonné dans le discours d'un J.D. Vance ou d'un Donald Trump sur le sujet. Après,
si je veux me faire l'avocat du diable, enfin, si tant est que Jay Evans soit le diable, ce qui n'est quand même pas tout à fait certain, et si je veux me faire l'avocat de Jay Evans, c'est vrai qu'il a pointé notamment certains tabous absolus dans le débat public aujourd'hui en Europe et peut-être en particulier en France, tel que l'avortement par exemple. Et là, c'est vrai qu'on ne peut que lui donner raison, c'est que c'est devenu un sujet qui est inabordable publiquement. Avec des lois qui viennent contraindre ceux qui s'y opposent. Ce qui est beaucoup moins vrai pour l'euthanasie, où la liberté de ton et de parole, de débat, pour le coup, est très ouverte. Sur la question de l'état de droit, elle est revenue par la porte de la condamnation de Marine Le Pen la semaine dernière. Alors, comment analyser cette notion? Comment l'analysez-vous? Parce que ceux qui s'en prévalent peuvent se situer dans tous les camps, dans ceux qui estiment que c'est une décision politique qui ne respecte pas l'état de droit, que c'est un abus des magistrats, puis ceux qui disent en fait les magistrats ne font qu'appliquer la loi. Donc après tout, déjà la première chose qu'il faut se dispute cette notion. Paul Picaretta. La première chose qu'il faut rappeler sur le cas de Marine Le Pen, c'est que sa condamnation, elle vient d'une histoire qui n'a pas été beaucoup racontée dans les médias finalement. Je pense que si on faisait un sondage pour demander aux Français s'ils savent ce qui est reproché à Marine Le Pen, on serait énormément surpris de constater que ce que les gens ont retenu, c'est que Marine Le Pen ne sera pas présidente, ne pourra pas se présenter, à la petit lapsus peut-être, ne pourra pas se présenter en 2027. Je crois que c'est ça que globalement les gens ont retenu. On verra ce que dit l'appel en 2026. Alors que le dossier est quand même très lourd. Il est très très lourd. C'est un détournement de 4 millions d'euros. Bon, elle a battu à plat de couture le MoDem et la France Insoumise, qui est un petit dossier en cours également. Et je crois que c'est d'abord ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est à quel point les électeurs RN, ce qui m'intéresse, ça va être plutôt la réaction de l'électorat RN moyen. Est-ce qu'ils vont pas se sentir trahis, ou à quel moment ils vont avoir ce sentiment de trahison? Est-ce qu'au contraire ça va les renforcer? Trahison de qui? Vis-à-vis de leur patronne, puisque leur patronne leur dit ils sont tous pourris sauf moi, depuis du moins le parti leur dit ils sont tous pourris sauf moi. Bon, peut-être qu'à un moment cet arc narratif va plus du tout fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ça va au contraire renforcer l'électeur moyen RN dans l'idée qu'ils sont vraiment tous pourris, ou est-ce qu'au contraire il va y avoir un détachement? Bon, là pour l'instant j'ai l'impression que la narration c'est plutôt ils sont vraiment très méchants contre le RN, et la preuve, Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Bon, il n'y a aucun analyste sérieux de la situation néanmoins qui émet le moindre doute ni sur la gravité des faits qui étaient reprochés à Marine Le Pen, ni sur sa culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, le débat ne se situe même pas à ce niveau. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais situé à ce niveau. On niveau-là. ne débat que sur la peine prononcée. Ouais. Est-ce que la juge y est allée trop fort en la condamnant à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire? Voilà. C'est là qu'est le débat. Le seul qui ait inoculé le fameux poison sur la mise en doute des institutions garantes de l'état de droit, c'est Donald Trump, qui dans un tweet le jour de la condamnation, lui, est allé plutôt dans le sens de l'innocence de Marine Le Pen, en disant « Oui, c'est une erreur d'inattention. Je pense que c'est un mauvais report sur ses fiches comptables. » Bon, lui, il est vraiment, effectivement... Là, on pourrait sais pas s'il fait exprès. On peut presque prendre ça pour presque pour un spectacle comique. Hein. mais le problème, c'est qu'il est écouté par des centaines de millions de personnes. Donc, il inocule son venin. Il inocule le venin. Lui, il fait évidemment, comme toujours, sa grande stratégie, mais comme il l'a fait dans ses propres affaires judiciaires. Hein. Les juges sont des corrompus qui vont contre le peuple, qui veulent préserver ces espèces d'élites déconnectées de la réalité, etc. Marine Le Pen, elle, qui était le candidat du peuple, vous voyez, ces élites s'organisent pour priver le peuple de leur candidate naturelle. Mais bon, à part Donald Trump et son discours franchement déraisonnable, voire comique, personne, y compris dans le camp de Marine Le Pen, je dirais, ne conteste le fait qu'elle a été condamnée pour des choses qu'elle avait commises. Elle a reçu comme le soutien d'Orban, de Poutine. C'est-à-dire que globalement, tous les autocrates de la planète sont d'accord pour... Non, mais là, je parle en France. Ah oui, je parle en France. Personne n'ose remettre en cause le montage qu'elle avait mis en œuvre pour financer illégalement son parti.
parce que tout le monde reconnaît qu'effectivement le RN avait fait ça. Alors à la limite, on peut dire ils le font tous, de toute façon ils sont tous pourris, c'est pas très grave, etc. Mais précisément comme elle disait que elle était pas pourrie, là effectivement là le verre est dans le fruit. Mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est le débat juridique en tant que tel. Vous parliez de l'état de droit. Personne ne met en cause non plus le fait que le juge a prononcé la peine en application du droit existant. Mais en revanche, comme toujours avec l'institution judiciaire, il y a une marge d'appréciation et d'interprétation qui est laissée au juge. On n'est pas jugé par des ordinateurs. Et alors, effectivement, un juge peut-être moins sévère aurait pu tout à fait condamner Marine Le Pen à 1 an d'inéligibilité, par exemple. Et comme ça n'aurait pas poussé jusqu'en 2027. Et ça aurait pas requérir l'exécution provisoire. Ou ne pas requérir l'exécution provisoire. Tout à fait. Mais elle aurait été accusée d'effet de compensation, parce que le débat était là dès le départ. C'est-à-dire que un juge qui considère que Marine Le Pen doit être condamnée et empêchée va se dire, mais si je prononce cette sentence, je vais être jugé trop clément parce que c'est Marine Le Pen. Et donc il y a un effet de compensation qui se met en place. C'est comme dans le football. Quand vous êtes sous pression des supporters, vous arbitrez dans l'autre sens pour montrer que vous êtes libre et indépendant de la doxa populaire. C'est ça en fait qui s'est passé. C'est l'effet de compensation. Il y a ça, et il me semble qu'il y a aussi autre chose, c'est que quand même, en France en particulier, et alors Marine Le Pen d'ailleurs était la championne de cela, le droit, et le droit tel qu'il est écrit, va dans le sens depuis plusieurs années de la suppression du régime particulier ou des privilèges dont jouissaient les élus. Et donc, finalement, Marine Le Pen, elle se prend un retour de bâton qu'elle a elle-même appelé de ses voeux. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, elle estimait que des actes de corruption de cette nature devaient entraîner l'inéligibilité à vie. Voilà. Peut-être quand il y a enrichissement personnel, parce que là, il n'y a pas d'enrichissement personnel, contrairement au cas de Jérôme Cahuzac. Tout dépend à partir de quel niveau on parle d'enrichissement personnel, puisque si on rappelle les faits, des gens qui se payaient 10 000 euros par mois n'ont pas travaillé pour ils n'ont pas respecté leur fiche de poste. Ils ont travaillé pour le parti au lieu de travailler pour l'Europe. Et donc là, on considère qu'il y a un enrichissement personnel. On parle de salaires qui sont des beaux salaires sur plusieurs personnes, sur plusieurs années. Et donc, c'est précisément là le point, quand même. Et ensuite, comme hélas, dans le dossier, il y a des preuves que Jordan Bardella savait, Marine Le Pen savait, le trésorier savait, le comptable savait, il y a des échanges de mails, enfin, il y a toutes les preuves qui montrent qu'il savait. Ces preuves ont été très peu diffusées dans la presse, hein, à part dans Mediapart, mais bon, voilà. Comme il y a toutes les preuves, pour les juges, le débat était terminé très rapidement, en fait. Et toute la rhétorique et toute la défense de Marine Le Pen était précisément de plaider contre le bon sens, plutôt que plaider coupable et dire je suis coupable, mais je suis incompétente. Elle aurait pu plaider l'incompétence. Elle a carrément pris l'arme. Elle aurait eu une peine amoindrie, on peut pas le savoir. C'est ce que disent les spécialistes, en tout cas, que les juges sont plus cléments quand on plaide la culpabilité. Alors maintenant, sur la question de l'état de droit, sur la question de savoir si un juge peut barrer la route à un candidat quand il pèse à peu près 40% des voix, c'est vrai que ça pose quand même une question. On peut pas nier que ça pose une question. Pourquoi on a créé un état de droit? C'est ça la question d'origine. Mais je vois pas c'est parti pour 1 heure de philosophie politique. Mais pourquoi? Non, mais moi j'ai du mal à comprendre vraiment pourquoi ça pose question. Quand même, si. C'est-à-dire que le fait d'être élu ou même d'être plébiscité par le peuple, dans l'état actuel du droit français, mais tel qu'il est forgé petit à petit depuis 2 siècles ou plus. Non, mais sauf que c'est récent, ça date de François Hollande, cette disposition-là. C'est le parquet national financier, c'est l'introduction dans le code pénal quand même de dispositions qui n'existaient pas auparavant. Mais qui respectent un certain esprit, une certaine interprétation de l'état de droit. L'état de droit, c'est le droit tel qu'il est pensé par les électeurs, par les élus, est aussi fort et prévaut sur le pouvoir politique. Exactement. Il n'y a plus de privilèges exorbitants du droit commun. Oui, mais quand on parle de gouvernement des juges, etc., donc dans ce cas, ça va dans ce sens-là. C'est pas forcément, c'est que là, pour le coup, au contraire, là, je dirais que on peut dire qu'il y a une bonne séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que finalement, les juges ne sont pas à la botte
d'un quelconque autre pouvoir politique. C'est que les juges, dans le domaine d'exercice de leur spécialité, jugent en droit, appliquent le droit, analysent les faits de manière impartiale. Alors ça, c'est un autre débat, mais c'est impossible à dire. En philosophie, on peut considérer que 5 ans avec inéligibilité immédiate, effectivement, c'est une peine lourde. C'est une peine lourde, et qu'un autre juge, tout en respectant le droit, aurait pu condamner Marine Le Pen à une peine moins lourde, c'est sûr. Mais Paul Picaretta non, mais ça pose une autre question, a éclairé la question il y a un instant. Ça pose une autre question aussi sur le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a interdit aux partis de se présenter à l'élection. C'est quand même ça aussi. Ça dit quelque chose sur le RN et sur le fonctionnement, sur le côté comment dire, le côté chef en fait. Le parti n'est pas interdit de se présenter. On parle d'une personne, etc. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres candidats. Ils peuvent présenter qui ils veulent. Bon, c'est quand même aussi un point important. Ça dit quelque chose du RN. Je voudrais dire quelque chose quand même, Louis, aussi pour équilibrer peut-être un petit peu la balance. C'est-à-dire que le Rassemblement national n'a pas l'apanage de la contestation de l'état de droit en ce moment. J'ai relevé quelque chose la semaine dernière qui m'a hérissé le poil. C'est à l'occasion d'une commission d'enquête parlementaire sur l'éducation nationale et en particulier les établissements, à l'occasion d'une question d'un député LFI sur les établissements sous contrat avec l'État. Ce dernier, député LFI, a pointé du doigt et mis à l'amende le ministère de l'Éducation nationale, qui était représenté en la personne de son directeur juridique, sur le fait que au cours des 45 dernières années, ou 45 dernières années, je crois, seuls 2 établissements avaient vu leur contrat avec l'État rompu, et que dans les 2 cas, il s'agissait, comme par hasard, disait ce député LFI, d'établissements musulmans. Il y avait le lycée Averroès, et puis un deuxième dont j'ai oublié le nom. Et il disait, quand on voit que l'écrasante majorité des établissements scolaires sous contrat avec l'État sont des établissements catholiques, mais que comme par hasard, les 2 seuls qu'on ferme sont les établissements musulmans, là encore, moi je vois dans ce genre d'expression l'inoculation d'un poison qui laisse entendre que le ministère de l'Éducation nationale irait plus facilement fermer des établissements parce qu'ils se réclament de la confession musulmane, que s'ils se réclament on fait un procès d'intention d'une confession catholique. Et alors le directeur juridique du ministère de l'Éducation nationale répondait qu'ils avaient tranché sur des critères extrêmement transparents qui sont dans les rapports, et que les établissements en question étaient incontestablement et gravement fautifs, et que les rapports les concernant étaient incroyablement tout plus lourds que tous ceux qu'on peut faire à l'endroit de tous les établissements catholiques qui avaient fait l'objet d'une enquête ou d'un dossier, y compris Stanislas, qu'on n'arrête pas de brandir en espèce d'épouvantail absolu, alors que il me semble que là encore, si on fait confiance à notre haute fonction publique qui travaille correctement et à l'état de droit, peut-être qu'il y avait une raison si ces 2 établissements de confession musulmane ont été fermés, c'est parce qu'ils avaient très gravement et de manière répétée outrepassé. Ne pas fantasmer en fait, ne pas faire de procès d'intention et ne pas fantasmer, c'est ce que vous nous dites. Il nous reste quelques minutes, on va conclure, si tant est qu'il faille conclure bien sûr, puisque ce sont des dossiers que l'on suit quand même assez régulièrement, par la visite du chef de la diplomatie française à Alger, qui a permis d'amorcer une normalisation des relations entre la France et l'Algérie. De nombreuses questions restent en suspens, on en parlait d'ailleurs dès lundi matin, en particulier sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Alors je voulais simplement savoir si vous suivez les choses d'une certaine façon, parce qu'on est un petit peu obligé de voir comment nos relations avec l'Algérie évoluent. Ce n'est pas un pays comme les autres pour nous, compte tenu de l'histoire, et puis compte tenu aussi des intérêts croisés de la France et de l'Algérie. Paul Picaretta. Alors, par où commencer? Effectivement, intérêts croisés, histoire commune. Assez rapidement, on a 3 minutes. 130 ans d'histoire commune, résumé en 2 minutes. Effectivement, il y a un passif entre nos 2 pays. Il y a effectivement une langue commune, une industrie commune.
et 2 millions d'enfants immigrés algériens actuellement. Je crois que c'est ça le chiffre à peu près. Et qu'est-ce que vous espérez, vous, en fait? Non, la paix c'est le plus important, et la paix et la vérité aussi. C'est ça le problème, c'est que parfois les deux ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que quand on rappelle des faits, quand on rappelle qu'effectivement il y a eu une colonisation sauvage, une décolonisation aussi sauvage, ça suscite l'émoi de certains. Alors que, oui, les faits sont là, et que c'est pas forcément faire acte de contrition de manière odieuse que de rappeler quelle est notre histoire commune, puisqu'il s'agit aussi d'une histoire commune. On a du mal à en parler pacifiquement, en fait, et de manière posée. Effectivement, mais est-ce que ça vient aussi de ce qui s'est passé après 62 ? C'est après 62, c'est comme les Algériens n'ont pas eu l'intégration optimale, en tout cas c'est ce qu'ils considèrent et ce qu'on peut objectivement considérer. Les générations d'après ont fait payer l'addition. Ouais. Jean de Saint-Jean. Non, mais il y a une histoire qui évidemment est très douloureuse, mais il y a aussi l'histoire de deux peuples amis qui ont appris, bon an mal an, à travailler ensemble, et c'est pour ça que ni l'Algérie ni la France n'a envie de voir les relations non seulement diplomatiques, mais même économiques, sociales, humaines rompues. C'est-à-dire que le drame serait immense. La France a 6000 entreprises qui sont implantées en Algérie. Les binationaux sont innombrables. Le fait de rompre les relations avec l'Algérie, déjà, semble à peu près impossible, en tout cas dans de bonnes conditions et sans que ce soit abominablement douloureux, impossible. Donc personne n'y a intérêt. Mais est-ce qu'on peut imaginer une normalisation sans la libération de Boualem Sansal? Parce que quand Jean-Noël Barrot dit la France souhaite tourner la page des tensions actuelles, très bien, mais la sanction, ça va quand même être le fait de savoir s'il est libéré ou pas. Oui, tout à fait. Il y a ça, et puis il y a la fameuse application de l'accord de 1994 sur le fait que les expulsés algériens soient réadmis dans leur pays d'origine. Qui est ce qui avait également alimenté le débat de manière très négative ces derniers mois, en particulier avec le refus du retour de l'influenceur Doualem. Hein. Mais ça c'est c'est ce que dit Bruno Retailleau, qui a dit que lui il attendait de voir si effectivement Boualem Sansal était libéré et si les accords de 94 étaient appliqués. Moi je peux pas vous dire. Il faudra aller au-delà d'une communication. Je peux pas vous dire ce qu'il en sera. Bien sûr, il faudra aller au-delà d'une communication. Vous êtes sensible, vous avez signé d'ailleurs la pétition Paul Picaretta, non, sur le comité de soutien à Boualem Sansal? Non, j'ai pas vu passer, on me l'a pas transmise, donc c'était pour voir s'il y avait une. Mais effectivement, non, je suis sensible à la liberté de tous les êtres humains, en fait. Donc que ce soit, peu importe les idées politiques que porte Boualem Sansal et les propos incohérents qu'il a tenus en France et en Algérie, c'est un être humain, il a le droit à la liberté, et s'il doit être condamné pour des vrais motifs, il le sera. Il se trouve que là, il n'y en a pas suffisamment à mon sens. Que ce soit par un état de droit, de préférence. Que ce soit par un état de droit, effectivement. Et donc effectivement, il faut appeler à la libération de Boualem Sansal. Merci à tous les deux. En tant que chrétien et citoyen français. Merci Louis. Merci à Paul Picaretta, et donc journaliste, éditeur, et Jean de Saint-Chéron, écrivain, chroniqueur à la Croix, qui travaille à l'Institut catholique de Paris. Donc Jean de Saint-Chéron, Paul Picaretta, régulier dans ce débat, comme tous les matins, entre 9h et 10h, auquel vous participez. Il y a plusieurs messages, mais je n'ai pas pu les porter à la connaissance du public. Merci.